Voilà, l'enregistrement démarre. Merci donc de votre présence. Je vais partager mon écran pendant quelques minutes juste pour vous présenter la présentation de ce webinaire. Voilà, qui se présence et effet des conflits dans les territoires, donc avec Patrice Mellet que je vous présenterai dans quelques minutes. Quelques mots quand même pour vous rappeler que ce webinaire, il se situe dans une séquence, dans un chantier qu'on a appelé conflits et projets, qui est parti d'interrogations qu'on avait à l'Institut parmi nos membres. Y a-t-il une radicalisation aujourd'hui des positions des participants dans les processus de concertation autour des projets des politiques publiques? Qu'est-ce qu'on peut dire du conflit, comment mieux le comprendre, comment gérer aussi une de ces manifestations particulières qui est la violence, qui est particulièrement difficile quand même. Donc nous avons pour ce chantier plusieurs composantes. D'abord un travail bibliographique qui est déjà engagé, plusieurs webinaires dont celui d'aujourd'hui est le second en fait. Le premier a commencé, a eu lieu le 30 mars avec Sophie Vanish, historienne. Aujourd'hui, 3 mai, nous sommes avec Patrice Mellet, et puis le 8 juin, nous allons continuer avec Philippe Subra. Ensuite, à partir de la rentrée, il y aura des ateliers de retour d'expérience, et à l'issue de ce chantier, très probablement des publications, des ressources que nous mettrons à votre disposition et des recommandations. Voilà un petit peu l'ensemble du processus. 2 mots sur les inscrits, les personnes qui se sont inscrites à cette série de 3 webinaires. Vous voyez ici dans le graphe, c'est principalement des agents de collectivité et des consultants, consultantes. Il y a également quelques chercheurs, salariés d'associations, salariés d'entreprises, citoyens, élus locaux, etc. Et nous vous avions posé la question de votre rapport au conflit dans les concertations. Voilà un petit peu un certain équilibre quand même dans les réponses. En gros, vous avez un tiers des participants qui nous disent qu'ils n'ont pas vécu de situation de conflit, et dans les 2 tiers restants, la moitié considère qu'ils gèrent ces situations, et d'autres qu'ils ont du mal à les gérer. Et une petite fraction quand même de personnes considèrent être en grande difficulté face à ce type de situation. Alors, nous pourrons y revenir. Pour le moment, je vais céder la parole à Patrice Mellet, qui est ici avec nous, qui est géographe, professeur à l'Université de Tours, membre d'une UMR qui fait partie du CNRS et de l'Institut universitaire de France, et qui a travaillé sur cette question des conflits depuis déjà plusieurs années. Il a notamment participé à un numéro spécial de la revue Participation, dont certains d'entre vous ont peut-être eu communication, sur cette question des conflits. Il en a fait une introduction, une synthèse des travaux, d'ailleurs, qui était très éclairante, que je vous recommande vivement. Et c'est avec lui que nous allons aujourd'hui avoir un échange. Alors écoutez, Patrice, je vais commencer par vous donner la parole pendant une petite demi-heure, et puis ensuite on aura des échanges avec les participants. Les participants, si vous avez des questions pendant l'intervention de Patrice Mellet, n'hésitez pas à les noter dans le chat, que ce soit des questions ou que ce soit des remarques, un partage de réflexion. Nous reprendrons un petit peu tout ça ensuite in vivo, et puis vous pourrez également demander la parole si vous préférez intervenir par oral. Ce sera évidemment possible si nous trouvons le temps. J'espère que ce sera le cas. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et nous essaierons de tenir cet horaire. Voilà. Eh bien, écoutez, Patrice, c'est bon pour vous? Très bien, merci et bonjour à toutes et à tous. Voilà. On va y aller. Peut-être que vous pourriez commencer par nous dire déjà notre intuition initiale, qui était celle de ce chantier. Comment vous la recevez? Certains de nos membres nous disent on est actuellement dans une période où il y a de plus en plus de conflits, où il y a une tendance à la radicalisation des prises de position dans
dans les processus de participation et de concertation. Est-ce que ça, est-ce qu'on peut le constater effectivement? Est-ce qu'on peut éventuellement l'expliquer? Ou bien est-ce qu'on est finalement dans un phénomène absolument courant et habituel dans un contexte normal au jour d'aujourd'hui? Merci, merci d'abord à toutes et à tous de l'invitation à l'Institut de la concertation. Alors, question complexe, effectivement, pour commencer, mais c'est une bonne question qu'on pourrait aussi reformuler sur l'idée de comment caractériser le contexte dans lequel des situations concrètes sur les territoires donc, sont placées et quel est l'impact de ce contexte national, justement, qu'on a un peu de mal à qualifier. Alors, dire tout de suite qu'on a un peu de mal aussi à qualifier et à répondre à la question est-ce qu'il y a plus de conflits, moins de conflits, est-ce qu'ils sont plus intenses qu'avant? Parce qu'en fait, on a très peu de statistiques, hein, il n'y a pas de base vraiment utilisable, il y a des recherches, mais donc il y a plutôt des études de cas ou des positions ou des relais médiatiques. Donc, cette question est un peu compliquée. Néanmoins, ce qui est important de noter, c'est que, il me semble, pour répondre à votre question, c'est qu'on est bien dans quelque chose qui pourrait être marqué par un contexte de fermeture à un certain niveau ou de régression, hein, dans certains domaines, qui peuvent se traduire par une perte de confiance et en particulier dans un élément que j'aimerais développer ici, c'est cette question d'une perte de confiance dans l'idée de la possibilité d'une démocratie environnementale. C'est-à-dire qu'une grande partie des politiques de l'environnement, mais aussi des militants sur ces questions-là, appelaient de leur vœu une démocratie environnementale dans laquelle l'ensemble des parties prenantes pourraient, dans le dialogue, dans des dispositifs réflexifs, donc mettre en place une vigilance sur les impacts territoriaux et environnementaux des projets et des instances donc de réflexivité, on pourrait dire de réflexivité institutionnelle, donc avec des citoyens, des éléments du pouvoir public, semblait être une sortie donc à cette question par ce qui à une époque avait été appelé une gouvernance à 5 ou ce qui fondait d'une certaine façon une sorte de promesse de l'action publique environnementale, qui était aussi présent dans des accords internationaux et dans des modifications à la législation européenne et qui semble remise en cause sur plusieurs points. Alors, ce n'est pas tellement pour dire qu'elle existait, cette démocratie environnementale, mais qu'elle pouvait être un horizon, en quelque sorte, un horizon politique, un horizon d'attente, et certains éléments pouvaient nous laisser penser qu'il y avait des éléments qu'on pouvait considérer comme faisant partie de cette démocratie environnementale. Alors, pourquoi remise en cause? Parce que en fait, il me semble, alors j'insisterai pas ici, donc il y a plusieurs éléments qui me semblent importants sur cette question. C'est d'une part, effectivement, qu'il y a une forme de brutalisation du débat, hein, qui est alors effectivement un contexte très médiatique, brutalisation du débat portée par certains acteurs politiques, les tentatives d'instauration du terme d'écoterrorisme, les interdictions de manifester, l'usage de dispositifs introduits par la lutte contre le terrorisme, contre des formes d'action collective écologiste. Alors, ce n'est pas totalement nouveau, hein, mais en même temps, ça marque fortement le contexte actuel. Brutalisation ou tension qu'on retrouve sur le territoire aussi, et on a vu récemment des articles de presse qui reprenaient ces éléments, mais ça corrobore un certain nombre d'éléments qui étaient montrés par des chercheurs, hein, c'est-à-dire les difficultés des associations environnementales, par exemple, à s'opposer à des projets portés par la profession agricole, les attaques contre des représentants de FNE, qui n'est pas une association particulièrement radicale, d'une certaine façon, et le sentiment de deux poids, deux mesures dans le traitement des troubles à l'ordre public menés par certains agriculteurs et ceux portés par les associations environnementales, comme le notait Noël Mamère dans une chronique récente dans Le Monde. Donc ça, c'est un élément, me semble-t-il, important. Mais d'autres éléments peut-être plus inquiétants, je ne sais pas, qui remettent en cause cette idée, par exemple, lorsqu'un homme politique qui se veut être un homme politique de premier plan, mais qui aujourd'hui est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, considère qu'il peut attaquer directement, conflictualiser l'idée même de cogestion des politiques environnementales avec des associations. Donc, je parle bien sûr de ce qui se passe en région Auvergne
Rhône-Alpes, son président actuel, Laurent Wauquiez, donc a affiché depuis 2016 comme stratégie politique une opposition aux associations naturalistes privées de subventions, y compris au groupement d'associations d'éducation à l'environnement, qu'on ne pouvait pas dire particulièrement, enfin que lui considère comme trop politisé, mais qu'on ne pouvait pas dire comme particulièrement politisé. Et puis en 2022, donc, cette idée d'afficher et d'en faire même un argument politique, de refuser d'abonder les fonds FEDER pour l'animation des actions territorialisées dans le cadre de Natura 2000 et donc de proclamer un fléchage massif des actions vers les regroupements de pêcheurs, de chasseurs et la profession agricole. Alors, ce qui me semble ici dangereux, indépendamment de la situation des associations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce qu'en fait, une partie des associations se sont retournées vers les villes, et dans le contexte de Rhône-Alpes-Auvergne, on ne peut pas dire que ça a mis fin, la fin des subventions à la région n'a pas mis fin à la présence des associations sur le territoire. Mais ce qui me semble ici particulièrement dangereux, c'est la remise en cause de cette conception, donc, qui, d'une certaine façon, imprégner néanmoins les politiques publiques environnementales, cette idée que les actions collectives menées par des associations environnementales ou par des résidents locaux attachés à la défense d'un territoire pouvaient être des auxiliaires de l'action publique environnementale. Selon une conception qui était déclinée dans la Convention d'Aarhus, qui comportait 3 piliers, que vous connaissez bien sûr, c'est le droit à l'information, à la partition, mais aussi l'accès aux tribunaux. Et un certain nombre de restrictions aussi se placent du côté de cet accès au tribunal, cette idée qu'on pourrait régler le conflit par un traitement judiciaire. Le contexte français est marqué, vous le savez, par la difficulté de l'usage de l'action de groupe, et puis par une situation juridique spécifique que certains juristes commentent, par exemple, en considérant qu'on a bien une charte de l'environnement qui note que nous avons tous le devoir de participer à la protection de l'environnement, sans que cela se traduise par la possibilité pour chacun d'accéder aux tribunaux sans prouver un intérêt à agir. Et les juristes, les collègues juristes analysent que même pour les associations agréées, elles sont soumises devant les tribunaux au soupçon de la possibilité de l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir. Et donc, cet élément-là, plus l'idée, par exemple, que le cadrage politique et médiatique se fait autour de l'idée d'une prolifération de recours qui serait dit abusif, qui compliquerait, qui pratiquerait une sorte d'insécurité juridique, se traduisent donc par des nouvelles dispositions juridiques que je ne développerai pas ici, mais que vous connaissez, qui réduisent les capacités de recours contre des autorisations d'urbanisme, qui considèrent que seules peuvent intervenir les associations qui existaient 1 an avant l'approbation du projet, et puis un certain nombre de replis sur cette question-là, qui se font au nom de la sécurité juridique des projets, mais qui, on pourrait dire, introduisent une insécurité juridique pour les associations. Alors, indépendamment de la mise en œuvre précise de ces mesures, même si on a donné la possibilité aux promoteurs de demander des indemnisations aux associations qui perdraient, les analyses des juristes montrent qu'en fait, les tribunaux ne suivent pas vraiment les demandes qui sont faites par les promoteurs. Néanmoins, cette menace d'avoir à payer une indemnisation importante peut peser sur des situations locales. Donc, ça peut peser sur le contexte même de la place des associations, mais aussi sur une perte de confiance dans la canalisation des conflits vers les tribunaux, considérés comme une scène pour faire valoir son droit, mais aussi comme une scène de traitement institué des conflits et donc de pacification des antagonismes dans la société. Les tribunaux sont souvent marqués comme une forme de conflit exacerbé, néanmoins, il s'agit bien d'une forme de pacification des antagonismes. Alors, ceci dit, ça c'est un élément qu'on pourrait... qui est peut-être un tableau un peu noir des éléments de fermeture, mais qui, à mon avis, sont réels. Mais alors peut-être qu'on est dans une situation encore plus complexe, puisque ces éléments de fermeture se placent sur un fond qui, néanmoins, et sur certains domaines, est un fond marqué par l'ouverture de la mise en débat des projets. Alors, ouverture au niveau de l'accès à l'information, ouverture au niveau du rôle de la CNDP, de l'autonomie renforcée de l'autorité environnementale, du rôle du CESE, de la valorisation des engagements individuels et collectifs sur les questions environnementales, mais aussi sur la transition environnementale, toute une série d'autres dispositions gouvernementales ou de structures paragouvernementales appuient la création d'associations et d'actions collectives autour de la question de la transition. Donc, on est bien là peut-être dans une forme de contradiction ou peut-être même d'un certain moment de dissonance cognitive entre ces différentes tendances.
Et puis aussi, en ce qui concerne les législations environnementales, alors je parle ici en général, mais il faudrait bien analyser les choses en termes de domaine d'action publique. Donc, une grande partie des législations environnementales, vous le savez, aussi intègrent des éléments, en partie sous pression du plaidoyer, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle internationale, d'associations ou d'ONG ou des évolutions au sein de l'Union européenne, annoncent une transition écologique et énergétique et ambitieuse. Hein, par exemple, dans un domaine sur lequel on a pu travailler, la gestion des déchets, une partie des demandes des opposants à l'incinération des années 90 sont aujourd'hui intégrées au sein de la législation, en ce qui concerne, par exemple, la hiérarchie des modes de traitement, le fait que la prévention soit placée en premier, même si ce n'est pas totalement effectif. Mais donc, dans ce domaine comme dans d'autres, les associations se présentent comme les gardiens des objectifs ambitieux des législations et présentent leur position dans le cadre de concertation de conflits comme des tentatives d'actualisation du droit, de faire acter dans une situation réelle, enfin dans une situation concrète, hein, ce que devrait être, selon leur interprétation, le droit de l'environnement et ce droit qui affiche des objectifs ambitieux. Oui, on voit bien l'importance du contexte national quand même, hein, que vous décrivez là. À la fois, moi je vois deux aspects qui sont importants dans votre discours. D'un côté, vous me dites qu'il y a des institutions, hein, comme la justice, l'accès au droit, etc., qui peuvent à un moment être plus ou moins ouvertes, plus ou moins fermées. Et puis, il y a aussi des messages qui sont quand même envoyés par les dirigeants politiques, qui consistent à dire, si je caricature un peu, en ce moment, le temps est plutôt au rapport de force plutôt qu'au dialogue. C'est un petit peu ça. Oui, et ça ramène effectivement votre deuxième pan de votre question sur la radicalisation. Hein, alors, il me semble que le mot radicalisation est toujours un peu difficile à utiliser parce qu'on a l'impression que c'est des personnes qui seraient devenues radicales ou qui ensuite l'étaient moins avant. Mais il me semble intéressant, et ça fait le lien avec une partie des recherches qu'on a pu mener ou des collègues ont pu mener, hein, sur cette idée de réfléchir sur les différentes formes de politisation et les différentes formes d'échelle de débat sur les questions qui nous impliquent, donc qui nous réunissent ici, hein, donc des conflits environnementaux, des conflits d'aménagement, des conflits liés à la question patrimoniale ou des conflits qu'on avait appelés dans certains travaux des conflits de proximité. On pourrait dire qu'un autre élément de contexte, hein, c'est peut-être qu'on est dans une nouvelle étape des luttes environnementales qui est caractérisée par l'ancrage dans les territoires des luttes climatiques et de leur focalisation sur des projets précis. Hein, et donc, ce lien entre une forme de ce que certains appellent un mouvement social plus large ou une recomposition de la lutte des luttes environnementales, hein, et leur ancrage dans des conflits locaux pose d'une façon différente peut-être la lutte contre des projets précis. Hein, puisqu'il s'agit, pour reprendre les arguments souvent des opposants, hein, il s'agit plus simplement de lutter contre un projet, d'essayer éventuellement de négocier, de l'améliorer ou de le freiner, hein, mais il s'agit de terres, de fleuves, d'éléments du milieu qui se défendent, dont les personnes se présentent comme les défenseurs et qu'il faut défendre pour défendre l'habitabilité de la terre. Et donc, de plus, un autre élément aussi important dans le contexte et dans la littérature, mais aussi dans le présent chez les personnes ou dans les médias, hein, c'est cette idée que les occupations parfois longues dans le cadre des ZAD sont considérées aussi comme des expérimentations, comme la mise en place d'actions préfiguratives d'une autre société possible. Et cet élément joue un rôle important, hein, dans l'idée que pour des gens très différents politiquement, la ZAD aujourd'hui est présentée comme un horizon politique partagé, celui d'un mode de vie alternatif, en partie fortement idéalisé, même s'il y a des choses tout à fait intéressantes sur ce qui se passait dans la ZAD, et en particulier sur les alliances, les négociations entre différents types de personnes, ou des personnes qui étaient là pour des raisons, avec des formes d'engagement différentes. Dans les travaux sur les conflits, on a longtemps utilisé la notion de montée en généralité, avec cette idée qu'on aurait des conflits, des personnes qui s'engagent dans des conflits parce qu'ils sont directement concernés, et ensuite qu'ils s'ancrent dans des valeurs plus générales et qui cherchent des alliés dans les grandes associations environnementalistes. Et on pourrait dire peut-être qu'aujourd'hui, on est en face à un autre processus qu'on pourrait appeler descente en particularité. Alors, une collègue avec qui on avait écrit, Catherine Neveu, une chose disait plutôt qu'il faudrait parler de montée en particularité, hein, c'est-à-dire que des militants viennent en appui de luttes locales, cherchent des luttes locales pour ancrer
leur lutte contre l'organisation de la société, contre les effets du capitalisme, ou pour la recherche d'une transition écologique. Et donc là, on a des types d'alliances, mais aussi avec l'idée qu'une lutte locale donc, a un sens qui dépasse le contexte précis du projet dont on parle. L'idée que c'est la terre qu'il faut sauver, et pas forcément un milieu exceptionnel, que chaque hectare doit être préservé, multiplie d'ailleurs les situations de conflit qui se présentent comme non négociables. On pourra revenir sur ces questions-là. Et si l'enjeu, c'est l'urgence de préserver l'habitabilité de la terre, donc il est difficile de négocier. Et alors, ça, c'est un élément en termes de cadrage peut-être politique sur lequel il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur comment qualifier ce mouvement, ce nouveau mouvement écologiste, ou ce peuple de la Terre qui se mobilise, ou les différentes branches de ces questions-là. Mais il y a un autre élément, je pense, que les personnes qui sont ici aussi voient dans des situations concrètes et qui est peut-être assez différent, y compris en termes d'éléments politiques, qu'on pourrait appeler aussi peut-être les impasses de la patrimonialisation généralisée. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des conflits locaux, en particulier des conflits liés aux équipements de la transition énergétique, et en particulier c'était très visible sur la question des éoliennes, parmi les valeurs et les formes de justification des oppositions qui sont présentées, il y a cette question patrimoniale, qui est comme qualité du tissu urbain ou des paysages, qui est quelque chose d'assez différent de la valorisation de la terre dont on parlait tout à l'heure, qui mobilise aussi des personnes et des groupes différents. Les travaux de Stéphanie Deschezelle sur les mouvements anti-éoliens ont montré la grande diversité des groupes locaux qui s'opposent aux différentes échelles, mais aussi la mobilisation des grandes associations de protection du patrimoine réunies dans le G8 patrimonial, et d'ailleurs la reprise de cette thématique de la protection patrimoniale des paysages, du fait qu'il faut laisser inaltérable une grande partie du territoire, par des personnalités conservatrices, pour certains proches de l'extrême droite, et repris aujourd'hui par la stratégie localiste du Rassemblement national. Dans une forme de passion pour l'existant, dans lequel nous sommes placés dans une situation particulière, dans laquelle on aurait des sociétés qui pensent que tout ce qui est construit devrait être préservé, et on voit bien la place croissante prise par le patrimoine comme objectif même des PLU sur toute une série d'éléments conduits construits, y compris sur le petit patrimoine, sur des éléments qui ne sont pas considérés comme des monuments, mais aussi sur le non construit, puisque là, pour le coup, on aurait une préservation de la terre et du sol. Et donc, cette situation-là me semble intéressante à souligner. Et alors après, vous notiez aussi sur la question par écrit, mais peut-être je vais peut-être laisser cet élément sur la discussion, cette idée du rôle des dispositifs en ligne, qui est un autre débat, mais on peut simplement dire qu'on a là une fragmentation peut-être des scènes de débat. Mais on pourra y revenir si vous voulez. La mobilisation des réseaux n'est pas vraiment une nouveauté, j'allais dire. On a déjà vécu ça avec le Larzac il y a des décennies, des gens de toute la France qui se rassemblaient, qui venaient appuyer des luttes paysannes sur le plateau du Larzac. On a connu ça avec l'opposition à la centrale nucléaire de Plogoff. Enfin, il y a des antécédents à ce mouvement des ZAD des années 2010. Où on a vu effectivement une conjonction entre des luttes locales et puis des luttes beaucoup plus globales, quoi. Donc, ces alliances ne sont pas nouvelles, mais elles ont certainement été multipliées, notamment, possiblement par l'effet des réseaux sociaux et des formes de communication aujourd'hui qui permettent d'aller beaucoup plus vite, en fait. Oui, et puis peut-être, c'est aussi avec l'idée que, peut-être avec une plus grande diffusion sur le territoire et sur des petits projets. Alors, je ne pensais pas avoir le temps de développer ça, mais je peux le souligner. Aujourd'hui, il y a cette idée de lutte contre les grands projets inutiles et imposés, qui est un vocabulaire militant, qui est une organisation il y a mais qui est repris par aussi certains collègues qui en font une catégorie analytique. Mais moi, je pense que c'est une catégorie militante, sans me positionner sur l'intérêt de cette catégorie. Mais aujourd'hui, on a une coalition, par exemple, en région centre, de groupes locaux qui, sur plutôt des petits projets, qui présentent leur lutte comme s'intégrant dans les projets inutiles à imposer et faisant un lien entre des petits projets d'aménagement très concrets et cette échelle. Alors ça, c'est peut-être alors on pouvait effectivement
dans la question environnementale, a montré aussi que cette question aussi du rapport entre local et global était présent, bien sûr. Il y a eu les grands conflits dont vous parlez, et même sur la question des ZAD et de l'occupation, hein, on a un peu oublié que la grande lutte contre les barrages de la Loire dans les années 90, hein, Ouais. s'est fait par une occupation, par un camp de base qui a occupé un territoire pendant très longtemps. Peut-être ce qui serait nouveau aujourd'hui, c'est peut-être aussi que la recomposition de la question environnementale sur la question climatique, la question de l'urgence qui est reposée, et puis peut-être la façon dont ça peut percoler dans certains éléments. Mais ce que je voulais signaler aussi avec la question du patrimoine, c'est que cette conflictualité forte sur les territoires, elle est aussi marquée par d'autres éléments, hein, qui ne sont pas simplement la classe écologique, comme dirait Bruno Latour, qui se mobilise, mais aussi d'autres types de groupes, hein, qui portent l'idée de maintenir le statu quo et qui font qu'effectivement, il y a une très forte conflictualité. D'accord. Si on se replace un petit peu maintenant à l'échelle du territoire, d'un territoire particulier, comment est-ce qu'on peut analyser la survenue d'un conflit dans un itinéraire un petit peu temporel? Est-ce qu'il y a une logique? Est-ce qu'il y a voilà, une séquence? Sophie Vanish, lors du webinaire du mois de mars, nous parlait du conflit comme d'un bien nécessaire. Non pas d'un mal nécessaire, mais d'un bien nécessaire, c'est-à-dire quelque chose qui à un moment pouvait servir à débloquer des situations. Est-ce que vous en faites la même analyse? Est-ce que le conflit peut servir à débloquer ou au contraire, est-ce qu'il bloque les dynamiques territoriales? Alors, effectivement, alors on reprendra peut-être sur la question des effets de la productivité, cette question de savoir si le conflit est positif ou pas positif. Il se trouve qu'avec un certain nombre de collègues, on essayait de travailler sur la productivité des conflits, c'est-à-dire plus sur ce que produisent les conflits, avec l'idée que les conflits, dans une tradition qu'on pourrait dire simélienne, effectivement, ne sont pas des dysfonctionnements de la société, mais bien quelque chose qui participe de la dynamique de la société. Alors, plus au niveau d'un territoire, il me semble que ce qu'on voit sur cette question de comment on réinsère la question du conflit dans un moment de dialogue ou de blocage du dialogue ou de trajectoire, hein, comme vous le formuliez dans la question, elle me semble effectivement intéressante parce qu'elle permet aussi de resituer la notion de conflit. Alors, bien savoir que ce que j'appelle ici conflit, ce n'est pas le conflit au sens anthropologique ou de psychologie sociale tel il avait été évoqué dans le précédent séminaire, c'est plutôt des situations concrètes, hein, de conflits, des conflits, des actions collectives de gens qui se mobilisent pour être entendus d'une certaine façon. Hein, donc, dans ce sens-là, on peut effectivement considérer que le conflit peut être un élément dans le dialogue, dans la mise en débat d'un projet et sur le temps long de l'analyse du projet et de la façon dont on met en œuvre un projet, sur le temps long de la conception, de la décision et de la mise en œuvre d'un projet, on a des phases de tension, des phases d'apaisement, des moments plus intenses. Et donc, il faut bien analyser, me semble-t-il, un continuum entre conflit, participation, négociation, au sein d'une situation plus large que j'avais proposé de nommer dans une recherche situation d'action publique, hein, considérer que ce qu'on observe, ce n'est pas simplement un conflit, c'est une situation d'action publique sur un territoire, non pas au sens simplement de l'action des pouvoirs publics, mais de la mise en débat en public, hein, suite à la mobilisation de différentes formes de public, hein, au sein de différents espaces publics, des objectifs, des actions et des choix publics territoriaux. Hein. Donc le conflit ne serait qu'un moment de ces situations dites qu'on pourrait appeler d'action publique. Et donc, ce qu'on appelle le conflit, comme je disais, c'est l'émergence et la structuration d'un groupe de personnes qui se présentent comme opposants, mais se présentent comme opposants le plus souvent pour réouvrir le débat sur la décision ou sur les modalités de réalisation d'un projet. Ils demandent à être pris en compte dans la mesure des impacts d'un projet et donc à être placés autour de la table, autour de discussions. Hein, ce qu'on appelle conflits dans nos contextes, hein, sont des conflits qui ne sont pas justement toujours violents, qui impliquent effectivement que des gens disent non, que des gens aient des stratégies éventuellement de troubles à l'ordre public, des manifestations pour se faire entendre, pour montrer, pour essayer de construire un rapport de force. Hein, mais conflit peut très vite, dans certains domaines, lorsque des gens être suivis de moments de discussion, de négociation, de prise en compte par les pouvoirs publics et les stratégies d'expression des oppositions
même les tentatives d'accès aux tribunaux ont pour objectif de renforcer les oppositions, de construire un rapport de force pour pouvoir peser, mais aussi pour être entendu. Et d'une certaine façon, pour réouvrir le cercle des décideurs sur le projet. Alors, et sur ce point, il est intéressant d'ailleurs de noter que non seulement, si on prend le temps long la décision de la législation d'un projet, non seulement on peut reposer le conflit dans une trajectoire, mais on pourrait dire qu'il y a aussi différents niveaux qui se superposent, ou plutôt à qui des fois peuvent se croiser différentes scènes à la fois de débat et d'opposition. Ce que je veux dire, par exemple, c'est qu'on peut avoir, indépendamment de ce qui se passe sur un territoire, une scène juridique qui suit sa propre temporalité, sur le même conflit et qui, dans certains cas, peut avoir des impacts sur le territoire, et que la question juridique, elle est le plus souvent, enfin, elle est peu souvent, elle est plus souvent un champ qu'on ouvre et qui va changer la temporalité du projet. La question du recours à un juge, on a très peu de cas dans lesquels un conflit est résolu d'une certaine façon par un juge qui donnerait à chacun selon son dû et qui trancherait une fois pour toutes une question de conflit. On a plutôt un élément de champ du débat sur la question juridique, mais aussi, à certains moments, on a plusieurs niveaux, plusieurs dimensions parallèles, et les associations peuvent être autour de la table, demander à être autour de la table dans des processus de participation, de négociation, d'association collective, mais elles peuvent aussi aller devant les tribunaux, et ça peut être les mêmes, et elles peuvent le faire en même temps, et elles n'abandonnent pas la possibilité de manifester ou de faire pression sur les politiques. Et c'est souvent difficile, alors non pas à comprendre, mais à vivre par les personnes impliquées dans des situations de conflit du côté des pouvoirs publics, puisque là, ça implique effectivement des situations concrètes de conflit ou d'opposition dans des réunions publiques, et tout un élément sur la question des émotions. Alors, la question des émotions est de plus en plus prise en compte par la recherche, et il est important de souligner que ces émotions, elles sont placées des deux côtés, celles des opposants qui cherchent à se faire entendre, mais aussi du côté des techniciens, des personnes qui gèrent les projets, ou même des politiques. Dans nos entretiens toujours pendant les recherches sur la question des installations de gestion des déchets, qui sont particulièrement conflictuelles, on retrouvait souvent des remarques de la part de personnes qui étaient chargées de mettre en œuvre, ou même de mettre en œuvre des dispositifs de participation ou de négociation. Comment puis-je continuer à discuter, à recevoir, à mettre autour de la table des personnes qui m'attaquent devant les tribunaux, ou qui demain vont tenter de bloquer la réunion du conseil d'agglomération. Donc ça, c'est compliqué à gérer. Et ce que je soulignais ici, c'est que les temporalités, donc il faut prendre en compte les temporalités, les moments au sein d'une trajectoire, mais aussi l'idée qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs moments de débat et de conflit qui n'impliquent pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que ça qui pose la question de comment on ancre, par exemple, des dispositifs de participation, des procédures de mini-public, par exemple, qui n'annulent pas forcément les manifestations d'opposition dans le même temps, puisque ce n'est pas les mêmes personnes qui vont être autour de la table. Le débat public ouvre une parenthèse, structure une scène d'expression des oppositions, avec un effet sur la trajectoire de cette situation d'action publique, mais peut avoir un effet limité dans le temps. Les conflits peuvent rebondir par la suite, et il y a beaucoup de réflexions d'ailleurs au sein de la CNDP sur l'après-débat, vous savez. Une procédure de participation, de négociation avec des opposants inclusive peut être innovante, mais au final, elle peut être remise en cause et elle peut être innovante et construire de la délibération avec les personnes qui sont autour de la table, mais au final, elle peut être remise en cause par des groupes qui n'étaient pas autour de la table, par des opinions minoritaires qui vont chercher les appuis à l'extérieur, ou par de nouvelles oppositions. Et à ce moment-là, on se retrouve dans ce paradoxe qu'on reprenait aussi avec des collègues dans une recherche, qui est cette idée de l'impossible et nécessaire clôture de l'espace du débat, qui faisait que les deux choses devaient être d'une certaine façon pensées en même temps. Alors, à quel moment, vous posiez aussi la question, à quel moment faut-il renforcer ou ouvrir les espaces de dialogue? Donc, il y a beaucoup de débats sur ces questions sur la littérature. Il y a aussi vous savez, et les membres de l'Institut de la concertation savent que toutes les procédures et ouvertures d'espaces de dialogue peuvent être soumises à des critiques contradictoires, celle du trop tôt ou du trop tard, et une critique qui est toujours présente et celle de l'existence de la part des opposants ou des personnes qui viennent discuter, c'est qu'avant l'ouverture d'un moment de dialogue, il y avait un autre espace, des tractations qui avaient eu dans l'ombre, dont ils auraient été exclus. Et que donc cette ouverture, même si elle est du point de vue des porteurs de projets présentée comme
comme le plus tôt possible, en fait, elle est souvent vécue comme étant assez tard. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les entretiens, on voit bien, dans nos entretiens, on voit bien aussi que les porteurs de projets sont soumis ou sont placés dans la situation avant d'ouvrir le dialogue, de stabiliser ce qu'on pourrait appeler une coalition de projets et de mettre en accord les acteurs politiques, enfin les différents niveaux d'acteurs politiques, les différents niveaux de collectivités territoriales. Et dans le contexte français, donc, on a des petites communes, hein, ils sont souvent très nombreux. Et la stabilité de ces coalitions de projets, d'ailleurs, est souvent remise en cause par le conflit. Il y a un maire qui peut être d'accord à un certain moment, qui va reculer sur la pression du conflit. Et donc, il y avait beaucoup d'attention, en quelque sorte, toujours sur les situations, sur la localisation d'incinérateurs ou d'éléments de gestion des déchets. Beaucoup d'attention avec l'idée qu'il pouvait y avoir un conflit sur cette idée des coalitions de projets. Avant de communiquer, il faut être tous d'accord. Néanmoins, donc, de la part des personnes qui n'étaient pas autour de la table, cette idée que lorsqu'on va communiquer, c'est d'une certaine façon, c'est d'une façon trop tard, parce qu'un certain nombre de décisions ont été prises. Alors souvent, ce qu'on voyait, hein, c'est que dans ces situations très tendues, souvent, cette idée qu'il peut y avoir un conflit, en fait, ça ne poussait pas à mettre en place pour les porteurs de projets des tentatives innovantes de participation, mais plutôt cette volonté de garder le plus longtemps possible le secret, ou au moins ne pas communiquer sur la localisation des projets. Mais souvent, enfin, dans plusieurs cas, hein, on avait vu que c'était pas vraiment possible, puisqu'il y avait des fuites, des éléments mal maîtrisés, des éléments du côté des acteurs politiques qui pouvaient communiquer avec des opposants. Et donc, cette communication apparaît comme arrivant trop tard et lorsqu'elle est bouclée. Alors, dans de nombreuses instances, il y a eu de nombreux processus de réflexion sur ces questions-là, hein, qui recommandent de renforcer le dialogue en amont, et on peut être d'accord avec cette question, permettant une mise en débat de l'opportunité même du projet, dans une forme de généralisation d'un processus du type CMDP. Cela dit, c'est souvent complexe à mettre en œuvre pour de nombreux projets lorsqu'un débat public n'est pas possible, parce qu'il faut trouver le cadre, hein, pour ouvrir un espace de débat innovant. Lorsque la participation n'est pas obligatoire, c'est souvent complexe, hein, dans le contexte français, parce qu'on a justement une pluralité d'acteurs politiques locaux. Il est très difficile de construire un consensus très en amont d'un projet pour mettre en œuvre un dispositif participatif exigeant, parce qu'il faut convaincre toute une série d'acteurs politiques, en particulier dans le contexte des intercommunalités, et trouver des acteurs et des alliés qui veulent bien prendre un risque ou partager le risque, enfin ce qui est vécu comme un risque de l'ouverture d'une participation exigeante. Alors, si on est trop en amont, il y a aussi un autre risque, c'est de concerter, que vous connaissez aussi, hein, c'est de concerter sans projet concret et sans localisation du projet. Ce projet ne peut pas être soumis à la critique, on ne peut pas se prononcer sur un projet s'il n'est pas formulé, ou alors il y a très peu de participants d'une façon très en amont, et peu de personnes peuvent être intéressées. Est-ce que ce n'est pas finalement un moindre mal? Est-ce qu'il ne faut pas quand même essayer d'ouvrir des espaces de dialogue le plus tôt possible et les poursuivre le plus tard possible? Est-ce qu'on peut se dire ça? Est-ce que c'est un principe? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je pense qu'on pourrait être assez d'accord sur cette question-là, mais donc le moment de l'ouverture est important, mais il y a aussi autre chose que vous connaissez bien, c'est la qualité de cette ouverture, hein. Et malheureusement, on a l'impression que il y a aussi une forme de rutilisation des pratiques participatives et les dispositifs de participation exigeants dans lequel les acteurs en amont mettent une volonté réelle de délibération ou de mise en débat d'un projet sont peut-être pas, sont moins nombreux par rapport à des dispositifs, à la multiplication de dispositifs qui peut paraître routinisés et qui permettent de mettre quelque chose dans la case participation ou participation du public. Et lorsqu'il y a peu d'enjeux, donc il y a le risque effectivement d'avoir des espaces vides ou le risque du simulacre qui peut lasser les participants ou créer des expectatives qu'on ne peut pas satisfaire. Donc cette question de la temporalité est importante. Hein, mais aussi cette question de la qualité est importante aussi. De la qualité, mais bon, ça, vous le savez. Et alors, on peut aussi souligner qu'il y a un autre risque qu'on voit apparaître,
Mais alors peut-être c'est un risque qu'il faut courir. C'est cette idée que dans certains cas, sur certains projets, lorsqu'on est très en amont, en fait, il n'y a pas d'autre possibilité pour des personnes qui s'opposent que de s'opposer ou de conflictualiser les dispositifs de participation. C'est ce qu'on a vu, par exemple, dans le cas de Bure ou dans le cas des tentatives de débat public sur les nanotechnologies, dans lequel les groupes, le projet n'ayant pas vraiment d'autre existence, en ce qui concerne les nanotechnologies, c'est quelque chose de très large, mais donc le fait d'empêcher le débat ou de considérer que le débat, d'essayer de physiquement d'empêcher le débat, se traduisait comme étant une façon de prendre part et de conflictualiser la situation. Donc, je ne sais pas si on peut dire que ces situations-là se généralisent, mais il y a quelques cas, effectivement, où le débat n'est pas possible parce que il y a cette idée de la part des opposants que le débat est pas… Le processus de dialogue Voilà, lui-même que la n'est pas question est valide. déjà décidée. Et dans certains domaines, les tensions entre la CNDP et le gouvernement ont pu montrer qu'effectivement, il y avait peut-être une déconnexion entre l'ouverture des débats et d'autres décisions qui étaient prises dans d'autres instances qui ne renforçaient pas cette idée du débat. Et puis simplement pour finir sur ce point, je développerai peut-être pas parce que j'étais étonnant, il y a aussi la question de l'échelle, me semble-t-il, importante de la concertation qu'il faut prendre en compte. Donc, la question de la temporalité est importante, mais il faut prendre aussi la question en compte de l'échelle et cette idée de faire de rapprocher l'échelle de la concertation de l'échelle du projet. Donc, c'est souvent complexe. Si on prend toujours le domaine des déchets sur lequel on va travailler, par exemple, ce serait très compliqué aujourd'hui pour une EPCI d'ouvrir un espace de participation parce qu'il n'y a pas la prise, sauf peut-être sur les plans de prévention, sur un conseil d'appui sur les plans de prévention, parce que même à l'échelle départementale, puisque aujourd'hui la planification est passée à l'échelle régionale, et donc avec un comité de suivi qui, lui, se veut très participatif, mais la connexion entre ces situations de la planification d'échelle à l'échelle régionale et les situations concrètes liées à des implantations, à des nécessités d'infrastructures ou à des controverses portées au niveau local, en fait, est souvent complexe à construire. Et donc, en région centre, par exemple, on est aujourd'hui dans des tensions assez fortes entre certaines EPCI et la région qui a porté un plan assez innovant, en tout cas qui respecte la législation et qui a embarqué un certain nombre d'associations et des EPCI qui disent on n'est pas en mesure de faire cette transition dans le domaine des déchets et donc il n'y a pas d'espace de débat à l'échelle locale sur cette question-là. Donc la question ici est celle du couplage des prises entre un dispositif d'ouverture du dialogue et une situation locale. Et peut-être qu'on peut retrouver aussi ce cas dans des cas, par exemple, de mini-publics à différentes échelles, et de la façon dont on gère ensuite leur territorialisation, en quelque sorte, ou leur effet dans une situation précise. C'est ça. L'articulation des différents niveaux ou scènes de dialogue est assez cruciale, si vous l'avez évoqué à plusieurs occasions. On avait aussi prévu de parler des effets du conflit, mais le temps passe et je vois qu'il y a des interventions dans le chat. On peut peut-être faire une petite pause. Julie, tu souhaites nous faire part un peu de ce que tu observes dans le chat? Peut-être revenir à une des premières questions qui me semblait intéressante à creuser. Le fait que la radicalisation, donc c'est Galia Basse-Maison qui vous questionne, la radicalisation a surtout lieu en dehors des institutions, des scènes constituées. Comment raccrocher ceux qui ne croient plus au dialogue, comment les raccrocher au débat démocratique construit? Je dois répondre. Vous en voulez deux, trois? Non, je sais, voilà, peut-être si d'autres questions, voilà. De souffler un peu. Alors, une remarque de Marie Hérault qui disent les personnes ne veulent pas discuter du même sujet. Certaines veulent discuter des conditions d'acceptabilité d'un projet, alors que d'autres questionnent la politique globale dans laquelle ce projet s'inscrit. Et dans ce cas-là, si c'est la même scène de concertation, comment articuler les deux? Et puis peut-être une intervention de Jacques Noël qui disait en vous écoutant, nous sommes donc dans une confrontation classique entre conservateurs et progressistes, mais le moteur de cette confrontation est hyper local et en même temps hyper global. Est-ce que si l'intensité et la distribution du conflit
augmente, est-ce que ça peut être un risque de blocage? D'accord. On peut Alors, commencer avec ces trois-là. absolument, absolument. Euh, je, comment dire? Effectivement, c'est cette question que c'est un peu ce que je cherchais à dire, c'est-à-dire dans un conflit local, si un conflit local pour un pont, je prends un exemple d'un conflit proche dans la région centre, pour un pont sur la Loire, par exemple, n'est pas l'enjeu, c'est plus que le pont, la localisation du pont, mais c'est l'existence même d'une prise en compte du milieu et on parle effectivement de choses d'une façon différente, enfin de choses différentes. On soulignait aussi dans un texte avec Luigi Bobbio qu'il y a une partie des conflits, les négociations sont plus faciles d'une certaine façon dans le cadre où il s'agit d'avoir des négociations sur ce que Hirschman, à une époque, appelait des conflits plus ou moins, ce qui n'est pas la même chose que des conflits où, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut avoir on peut négocier sur les impacts d'une infrastructure, ce n'est pas tout à fait la même chose que sauver la Terre à l'endroit où on doit avoir cette infrastructure, où là, il n'y a pas de négociation possible d'une certaine façon. Alors, sur la question qui était posée en termes d'acceptabilité, effectivement, comment dire, il me semble qu'il y a bien un lien fort entre la façon dont un certain nombre de questions sont posées dans la société et puis la façon dont on discute sur des questions concrètes. Alors, c'est le cas dans tous les domaines. Hein, c'est ce que Francis Château-Renaud a pu analyser en parlant de la balistique des conflits ou des situations, en montrant comment une situation locale, hein, il travaillait plutôt sur des questions de controverses sanitaires, mais une situation locale s'inscrivait à un certain moment dans la trajectoire d'un débat sur une question. Et ce débat, il est bien à la fois global dans la société, il se configure, il a bien une forme de temporalité, et puis il est à chaque fois réinterprété au niveau local. C'est pour ça qu'il parlait de balistique, c'est-à-dire il pourrait, et dans certains cas, il peut rebondir à partir d'un conflit local. On voyait ça aussi sur la question de l'incinération, par exemple. Hein. Lutter contre un incinérateur, c'est lutter contre un incinérateur à un moment précis de la lutte contre l'incinération ou de la conceptualisation de l'incinération dans une société donnée. S'agit-il aujourd'hui, il y a des tentatives et il y a des réalisations en termes de valorisation énergétique. Donc s'agit-il de valorisation énergétique ou s'agit-il d'autre chose? Donc il y a cet élément de construction d'un problème particulier. Incinération, antenne relais, on pourrait même dire bassine d'une certaine façon. Hein, ça n'a pas de sens de parler des impacts environnementaux locaux des bassines, pas plus que des impacts environnementaux locaux des antennes relais, sans connecter ce débat avec quelque chose qui est comment, dans une société donnée, la question des antennes relais ou la question des bassines est posée et quels sont les acteurs qui ne sont pas des acteurs locaux, mais qui ont déjà travaillé sur cette idée de cette conceptualisation. Donc, en fait, là, il ne s'agirait pas peut-être de dire qu'il y a d'un côté des progressistes et de l'autre côté des conservateurs, hein, puisque ce que je voulais dire avec la question du patrimoine, c'était plutôt qu'il pouvait y avoir une alliance territoriale, en quelque sorte, hein, qui renforçait cette idée de la conflictualité, avec d'un côté des personnes qui se mobilisent pour la transition environnementale et qui donc vont être alliés de certaines personnes se mobilisant localement, et dans d'autres types de conflits, à côté, hein, ou même dans le même territoire, on a une conflictualité qui est plutôt portée par
par des personnes qui viennent au nom pour le coup, de position conservatrice et d'une certaine vision du patrimoine, viennent en appui à des personnes qui, localement, et c'est encore une fois ce que montrait Stéphanie de Chezelle, a montré qu'il y a une très grande diversité sur les groupes locaux qui s'opposent aux éoliennes, mais dès qu'on monte en quelque sorte dans la structuration nationale de l'opposition aux éoliennes, on a là des personnes qui reprennent ce débat-là dans le cadre d'un horizon politique. Et donc, la question, c'est pas me semble-t-il, c'est peut-être pas de séparer les espaces de débat, mais en même temps de montrer comment il y a des moments où il n'est peut-être pas possible de régler la question localement. C'est ce qu'on voyait dans le cas de l'incinération, par exemple, à une autre époque, au moment où les gens étaient mobilisés sur les dangers de l'incinération. On avait des situations locales dans lesquelles des porteurs de projets nous disaient mais il faut arrêter de nous demander de créer une confiance dans l'incinération au niveau local, puisqu'en fait, ce n'est pas possible, puisque la perte de confiance, elle est nationale sur cette question-là. Donc, il faut nous dire si l'incinération est dangereuse ou elle n'est pas dangereuse. Ce n'est pas à moi de le régler en réunion publique. Même si parce que l'ensemble de la situation, elle est configurée déjà par cette perte de confiance. Et on pourrait dire la même chose de toute une série de questions. C'est ce qui se disait notamment sur l'éolien. Sur l'éolien, les associations disaient arrêtez de nous solliciter sur la pertinence de tel ou tel parc éolien. La question, c'est de savoir quel est les choix énergétiques de la France. Et il faut d'abord qu'on se mette d'accord là-dessus. Mais ça ne suffit pas. Pardon. Ça ne suffit pas. C'est-à-dire que même quand il y a un débat au niveau national sur ces orientations, il n'empêche que ça ne désarme pas les conflits au niveau local. Absolument, parce qu'à ce moment-là, parce que la question, et c'est quelque chose qui, pour le coup, est très présent avec les nombreuses infrastructures qui vont être nécessaires sur la transition énergétique ou sur les différents domaines de la transition, c'est-à-dire qu'un débat global sur une acceptabilité globale sur la question de la transition, on peut la construire, mais localement, effectivement, lorsqu'on cherche à localiser ce projet, la question, là, pour le coup, elle est reposée. Alors, c'est ce qui est tenté dans certains contextes avec l'idée de s'appuyer sur des comités locaux de l'énergie, d'essayer d'avoir des projets dans lesquels sont impliqués des groupes citoyens, etc., donc, dont on attend aussi le fait de renforcer d'une certaine façon l'acceptabilité des projets. En tout cas, l'acceptabilité territoriale. Julie. On ne vous laisse pas souffler, monsieur. Vas-y. Il y a 2 nouvelles questions là qui abordent des angles différents. Alors, attendez, mon flux a été… Oui, quelle pourrait être… Alors, la première question, est-ce que vous connaissez des cas où des situations de conflit soient résolues au niveau territorial et se traduisent en une gouvernance collégiale qui implique finalement après anciens opposants et porteurs publics du projet? Et une autre question, quelle pourrait ou devrait être l'attitude et l'action des élus locaux face à la montée prévisible de ces conflits importés, lutte extraterritoriale ou articulation globale locale que vous évoquiez? Est-ce que vous connaissez des exemples encourageants de conflits qui ont été résolus par une gouvernance partagée? Oui, enfin, il y a toute une série de sorties traditionnelles qui pouvaient être effectivement cette idée de donner plus d'assurance, éventuellement dans des comités de suivi, par exemple, sur des mesures compensatoires qui ont pu, dans certains cas, permettre de mettre en place des instances de concertation sur les questions du bruit des avions, par exemple. Il y a eu à certains moments autour de certains aéroports des gouvernants, des montées en puissance de commissions de l'environnement avec des accords, des chartes locales qui ont été pris en compte, etc. Alors là, le problème sur ces questions-là, mais ça a été le cas à Roissy aussi, c'est qu'il y a eu à un certain moment des accords qui n'ont pas été respectés, en tout cas par le développement de plateformes aéroportuaires
qui, en quelque sorte, échangeait une forme de limitation du trafic ou d'une limitation du trafic à certaines, du trafic de nuit, qui a tenu pendant un certain temps, mais qui ensuite n'a pas tenu. Et donc, les accords ont été remis en cause. Mais il y a bien sûr ces formes de sortie. Ces formes de sortie qui sont possibles et qui existent dans certains cas lorsqu'il s'agit effectivement de donner des gages sur la meilleure prise en compte d'un certain nombre d'éléments environnementaux, la meilleure prise en compte des nuisances en termes de proximité avec une infrastructure qui existe. Cette possibilité existe, même si elle est aussi souvent remise en cause par d'autres niveaux, en quelque sorte, de la conflictualité, parce que sur la A69, par exemple, on voyait, donc il y a une actualité récente, hein, mais on voyait le porteur du projet dire que lui-même, avant le rebondissement en quelque sorte médiatique du conflit, qu'il était assez content d'être arrivé à des mesures compensatoires exemplaires et à avoir mis en place un comité de suivi dans lequel certains groupes environnementaux avaient accepté de participer. Mais encore une fois, là, on est en situation cet accord qui semble-t-il a existé, alors je ne connais pas le cas particulièrement, mais n'empêche pas le rebondissement ou un autre niveau du conflit. Alors, comment se préparer à la multiplication des questions de conflit? La question, comment dire, la question, c'est qu'il y a toute une série de dispositifs qui sont de l'ordre de la planification territoriale, qui sont censés construire à différentes échelles cette acceptabilité, ou en tout cas se poser la question de la localisation d'un certain nombre d'éléments. Je reprenais la question sur la question encore une fois la question des déchets, c'est-à-dire la planification territoriale à l'échelle régionale. On en attend toute une série d'actions au niveau local. Mais les EPCI au niveau local disent qu'elles ne peuvent pas mettre en place le plan régional, qui pourtant est simplement l'application de la législation nationale. Et donc, un conflit local peut être analysé pour le coup. Alors là, comment l'analyser en termes de politique publique, puisque on a à la fois un conflit ou des possibilités de conflit entre une EPCI et la région, puisque le plan considéré comme impossible, puisque la planification elle vise à réduire les exutoires pour obliger à réduire la production de déchets, et localement, des EPCI considèrent qu'elles ont besoin d'avoir des exutoires supérieurs. Lorsqu'il y a un conflit, il y a une alliance, et ces mêmes EPCI accusent la région de s'être alliée avec les associations pour leur compliquer en quelque sorte la réalisation d'un projet local. Donc à chaque fois, on est, me semble-t-il, dans une situation plus complexe que simplement des conflits de l'extérieur viendraient sur des territoires dans lesquels des pouvoirs publics cherchent simplement à mettre en place un projet. Il me semble que les tensions sont fortes et il y a des alliances contradictoires, plus exactement, il y a des alliances entre des opposants, entre des associations qui veulent être prises en compte sur un domaine, qui ne sont pas forcément des opposants, mais qui, d'une certaine façon, veulent être prises en compte. C'est vrai dans le domaine des déchets, et c'est vrai dans d'autres domaines. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Quand il y a des conflits internes à un territoire, au moins des jeux de pouvoir un petit peu compliqués, ou un dialogue qui n'est pas fluide, ça va, je dirais, constituer un facteur aggravant dans la survenue de conflits. Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, tout à fait. Alors, effectivement, le dialogue n'est pas fluide au niveau local, effectivement, mais aussi le dialogue entre les différentes strates de l'action publique. De l'action publique, et la façon dont, par exemple, on renvoie à une planification régionale dont on attend des effets au niveau local sans que les conseils régionaux ont vraiment des effets
de contraintes sur les actions des EPCI. Et à ce titre-là, par exemple, les avis de l'autorité environnementale sont assez significatifs d'une position, en quelque sorte, qui viserait à dire ce que devrait être la planification écologique du territoire, d'une certaine façon, hein, en rappelant que le SRADET et un certain nombre de domaines ne sont pas des exercices simplement qui ont une validité à l'échelle régionale, mais qu'elles doivent avoir cette validité à l'échelle régionale pour se voir traduire dans des actions précises au niveau local. Donc la conflictualité, elle est aussi portée, me semble-t-il, par ces tensions à l'intérieur des politiques publiques. À l'intérieur des territoires, mais à l'intérieur même des politiques publiques. Les politiques publiques elles-mêmes. Et c'est ce qu'on voit bien aussi aujourd'hui autour des débats sur l'opérationnalisation du zéro artificialisation nette et les tentatives de revenir sur un certain nombre de choses. Oui. Julie, je ne sais pas si des participants… On pourrait prendre encore une question, mais j'ouvre un espace éventuellement si certains participantes ou participants ont envie de partager une expérience concrète qui contribue à éclairer la discussion. N'hésitez pas, vous pouvez soit là brancher votre micro et prendre la parole, ou alors lever la main comme vous le souhaitez. Alors, je remets mes lunettes parce que si c'est le cas et que je ne vois rien. Sinon, il y avait la question également de Christophe Zimmermann qui s'interrogeait sur une instrumentalisation, voire synergie, les deux, entre les thématiques de préservation de l'environnement et puis plutôt des conflits d'usage liés au voisinage. Donc, est-ce qu'il y a parfois des alliances opportunistes sur des valeurs ou des intérêts qui ne sont pas forcément les mêmes? Oui, alors ça, c'est le modèle traditionnel, justement, que j'évoquais sur cette montée en généralité, c'est-à-dire l'idée qu'on aurait des personnes qui se mobilisent parce qu'elles sont directement touchées par un projet, enfin, par des impacts négatifs de quelque chose qui existe ou par l'idée qu'il pourrait y avoir des impacts négatifs sur un projet. Donc, elles sont directement touchées dans leur priorité, dans leur milieu de vie, d'une certaine façon, et qu'ensuite, elles chercheraient, en montant en généralité dans leur argument, à chercher les alliés du côté des grandes associations environnementalistes, etc. Alors, ces processus existent, mais ce qu'on a montré aussi dans certains projets, c'est que dans certaines analyses de cas, d'une certaine façon, c'est que c'est souvent plus compliqué que ça. C'est-à-dire la question environnementale, elle est déjà présente, y compris chez les riverains, d'une certaine façon. On n'a pas d'un côté des riverains qui seraient indemnes des valeurs environnementales et de l'autre côté des militants qui porteraient cette valeur environnementale et des riverains qui iraient chercher d'un point de vue strictement stratégique des alliés dans la lutte. D'une certaine façon, c'est bien comme ça que ça peut se passer aussi, mais souvent on s'aperçoit que parmi les riverains, il y a aussi depuis le début donc une alliance entre des personnes qui ont des positions différentes sur la question environnementale et qui eux-mêmes vont chercher à mobiliser des alliés. Et on voyait dans le cadre qui n'était pas celui aujourd'hui de mobilisation de militants sur ces questions-là, hein, des personnes qui luttaient par exemple à Vienne contre l'extension d'une décharge, une collègue qui disait à une collègue qui venait l'interviewer, hein, nous ne défendons pas notre précaré, nous sommes le front de la lutte environnementale, alors qu'en fait, là, il y avait bien quelque chose de similaire. Il s'agissait bien de pousser pour la fermeture de la décharge qui, en fait, devait, par un projet, être maintenue en activité plus longuement, mais aussi d'ancrer cette lutte-là dans des réseaux et dans la question environnementale. Donc, peut-être que la notion de montée en généralité, elle peut être intéressante pour certaines personnes, mais on s'aperçoit, encore une fois, que la constitution des réseaux complexes ce sont aussi des constitutions d'arguments différenciés, de valeurs qui sont déjà présentes dans un conflit. Et inversement, les associations environnementales ou même d'ailleurs des groupes aujourd'hui qui plaident pour la transition vont chercher dans le conflit avec une forte composante locale, aussi des personnes qui, pour le coup, des groupes, etc., qui, pour le coup, vont continuer à être présents et être mobilisés d'une façon aussi forte sur le territoire. Et donc, les conflits, en fait, qui arrivent peut-être
à se maintenir dans le temps, etc., sont aussi ceux qui, justement, jouent mobilisent des personnes qui sont sur ces plusieurs niveaux d'implication contre un projet. Alors, voilà, simplement pour dire, on pourra revenir sur la question des effets tout à l'heure, mais ce qui ne veut pas dire, voilà, ce qui veut pas dire que les personnes qui sont, ce que je veux dire, c'est quand je parle ici, ça n'implique pas de jugement positif ou négatif. C'est-à-dire qu'il y avait souvent cette idée dans l'idée que les personnes qui étaient touchées directement, elles se mobilisaient simplement parce qu'elles avaient un intérêt direct à se mobiliser, avec la déqualification du type NIMBY, etc., sur ces questions-là. Mais en même temps, il s'agit bien aussi de personnes touchées ou potentiellement touchées par une nuisance ou par un trouble dans leur milieu de vie. Et aujourd'hui, on peut avoir des alliances qui cherchent justement à sortir de ce cadre, et à reposer d'une certaine façon autrement cette question des alliances entre différents groupes. Il y a une autre question que je n'arrive pas à lire en matière de… Alors, dans le chat… Il y a des débats, il y a aussi des débats internes. Ah d'accord, je n'ai pas suivi l'ensemble du chat. Je voyais une question sur la santé, effectivement. Mais oui, pas… il y a des partages de réflexions dont on gardera la trace. D'accord, je regarderai. Merci pour ces… Il y a une question aussi de Mélanie Ocanté, si je prononce bien, excusez-moi si c'est le cas. Comment anticiper un conflit dans un cadre de processus de concertation routinisé, dit-elle, cadrage réglementaire, calendrier, où les tensions vont s'établir entre porteurs de projets et opposants, mais aussi vis-à-vis de l'État. C'est une question large. Qui a le pouvoir de clôturer le débat? Quelle place pour la médiation? Oui. Alors, on peut dire effectivement que, place pour la médiation, c'est peut-être une question intéressante et je pense qu'autour de la table, ici connectés, il y a des personnes qui ont mis en place des médiations et qui ont peut-être plus de compétences que moi sur cette question-là, mais simplement noter qu'on pourrait espérer qu'il y ait plus de médiation, d'une certaine façon, plus de médiation, ou en tout cas plus de situations où la question puisse se régler par une tentative de délibération en mettant autour de la table des gens qui justement, au départ, ont des positions éventuellement divergentes. Les collègues qui travaillent sur la délibération rappellent qu'il n'y a pas une opposition entre délibération et conflit, que pour pouvoir délibérer vraiment, il faut bien que les gens partent au départ avec des positions qui soient divergentes pour qu'il se passe quelque chose dans cette médiation. Donc, comment anticiper le conflit? Alors, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, il me semble qu'il est important de prendre en compte l'ensemble des positions, l'ensemble des arguments et de faire, même si, là, la question était sur un dispositif routinisé, alors peut-être au sens aussi où il n'y avait pas beaucoup de moyens pour prendre en compte les arguments des opposants, mais cette idée qu'il faut au moins que les personnes puissent être entendues. Et la stratégie de la CNDP, justement, qui est de faire le tour et de mettre une sorte d'équivalence entre les différentes positions, de faire le tour des arguments, sans prendre parti à la fin, me semble effectivement quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, c'est compliqué, c'est objectivement compliqué pour les acteurs publics locaux ou pour des politiques, même des acteurs politiques qui seraient convaincus de l'intérêt d'ouvrir une phase de concertation sur un certain nombre de questions, parce que le plus souvent, ils ne peuvent pas y aller seuls. Il faut avant convaincre un certain nombre de choses et que cette question de la délibération, de la participation un peu innovante, etc., elle est souvent perçue comme un risque inutile. Et c'est là où on soulignait cette tension néanmoins entre conflit et participation. Elle est vue comme un risque inutile tant qu'il n'y a pas de conflit et d'opposition, d'une certaine façon, et que dans d'autres contextes, on pourrait dire que le conflit, en termes d'effet, là, si j'anticipe la réponse, il peut aussi construire, ou rendre nécessaire cette idée qu'il faut bien avoir une concertation plus ouverte ou rouvrir un certain nombre de choses qu'on aurait voulu fermer. J'ai l'impression que vous brûlez de nous parler un peu des effets du conflit. Je vois le temps qui passe. Peut-être vous pourriez nous en dire deux mots.
qu'est-ce que ça produit finalement, en bien ou en mal? Oui, alors effectivement, puisque j'avais préparé une réponse à cette troisième partie de la question, c'est un peu voilà, c'est présent sur cette question du débat. C'est-à-dire, effectivement, on peut se poser la question de quels sont les effets du conflit sur le projet. Et donc, dans certains cas, les conflits ont bloqué les projets. Hein, il y a eu une guerre à l'incinération avec Greenpeace qui mettait sur son site, qui cochait des projets d'incinérateurs qui n'avaient pas pu se réaliser. Effectivement, il y a eu toute une série de choses. À un certain nombre de domaines, il y a des grands projets qui ont été annulés, qui ont été arrêtés. Alors, ce que montrent aussi les études, c'est que souvent, ce que produit le conflit, c'est de changer la temporalité du projet, en fait. Et qu'un certain nombre de projets sont annulés à un moment parce que, justement, leur temporalité a changé et que ce ne sont pas les mêmes acteurs qui sont autour de la table et que, justement, parce que la temporalité a changé, parce que le contexte n'est plus le même, ça a été le cas aussi pour l'incinération dans certains cas, eh bien, on peut annuler des projets qui semblaient nécessaires 10 ou 15 ans avant et qui ensuite ne sont plus aussi nécessaires ou en tout cas moins liés à des personnalités politiques qui peut-être d'ailleurs ne sont plus là ou sont partis. Donc le conflit, en changeant la temporalité, peut rendre possible un réexamen du projet qui lui-même peut aller vers le fait que le projet soit abandonné, modifié, reconfiguré. Dans certains cas, le conflit peut amener une amélioration de la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux et des assurances qui peuvent être données justement sur le suivi et le respect des engagements dans le cadre éventuellement de ces commissions ouvertes qui ont pu se développer. Mais alors, ce que je voulais souligner, mais peut-être on pourra continuer à discuter, simplement souligner qu'on a effectivement travaillé avec des collègues sur la question de la productivité des conflits, avec cette idée qu'il faut plus s'intéresser aux effets, aux causes, et d'essayer de voir ce que produit cette situation sociale qui est le conflit, pas forcément d'ailleurs en considérant que ce qui est produit est quelque chose de positif. Hein, c'est-à-dire le conflit peut produire du repli résidentiel, peut produire de la ségrégation sociale, mais néanmoins, il est intéressant de ne pas préjuger d'une certaine façon de ce que sont les situations avant d'analyser leurs effets et on essayait de définir justement le conflit qui est un moment intense de socialisation, est aussi un moment de modification des relations à l'espace proche des personnes, de mobilisation des relations aux politiques, aux droits. Et on identifiait plusieurs dimensions de la probabilité des conflits sur lesquelles je pourrais revenir si ça vous intéresse, mais on l'a fait par ailleurs. Mais cette idée qu'il y aurait une dimension territoriale du conflit, c'est-à-dire le conflit aussi, ce qu'on voyait aussi, c'est souvent les géographes et un certain nombre de façons de régler cette question entre ancrage et conflit, on disait peut-être un peu facilement ou un peu rapidement, les gens se mobilisent parce qu'en fait, ils aiment leur territoire, ils sont très ancrés et ils se mobilisent contre. Mais en analysant les situations, on s'aperçoit que c'est aussi au moment du conflit que des personnes apprennent à connaître le territoire qu'ils cherchent à défendre et que donc le conflit est aussi un élément de territorialisation des groupes qui ne se connaissaient pas, même s'ils habitent au même endroit, enfin, ou à proximité de l'aéroport, par exemple, des deux côtés de la piste, hein, peuvent ensuite afficher une solidarité de destin pour étant placés dans une certaine... Donc, il y a une territorialisation spécifique. Il y a une dimension politique qui peut être liée aussi à cette question de l'accès à l'espace public, de la mobilisation d'un public, et on concluait sur cette question que les conflits ou le conflit peuvent créer des espaces publics intermédiaires sur lesquels est débattu un projet en public, produire un public, hein, et donc là, il y a un effet directement politique de ces questions-là, mais avec cette idée qu'il n'y a pas un espace public. On parlait beaucoup des choses, comment accéder à l'espace public si on cherche à mettre en place un conflit. On peut aussi montrer qu'il y a des sous-espaces publics, d'une certaine façon, qui sont portés par le conflit. Et puis, une dimension qu'on pourrait dire plus sociale, mais qui là nous ramenait à des débats qui sont plus sur la question de la transaction sociale, en reprenant ce qu'un sociologue, Jean Rémy, avait posé comme alternative justement à simplement une analyse en termes de mouvement social et de rapport de force, mais simplement pour noter que les conflits font aussi changer la façon dont un certain nombre de choses sont prises en compte dans la société, et ce n'est pas simplement du rapport de force et de la négociation. Ça crée aussi donc des apprentissages, c'est entre acteurs du territoire. On apprend à mieux connaître le territoire, à se connaître. On apprend à mieux connaître le territoire, on apprend à mieux connaître l'action publique et
les associations même d'opposants, encore une fois, on avait vu ça sur des recherches autour des aéroports, les associations d'opposants font un gros travail de diffusion de l'action, de la rationalité de l'action publique. Hein, c'est-à-dire les associations d'opposants autour des aéroports organisent des expositions sur ce que doit être un plan d'exposition au bruit, comment il fonctionne, comment il pourrait être amélioré, etc. Donc on pourrait dire que là, et ils diffusent, même si c'est en essayant de construire un rapport de force, hein, une forme de confiance dans l'action publique et dans le droit, puisqu'ils cherchent justement à activer ou à vérifier que leur aéroport remplit bien les conditions qui seraient fixées dans la loi ou même dans des livres blancs, etc., etc. Donc, ils font bien ce travail qui n'est pas simplement un travail d'opposition, mais on pourrait dire qu'il est un travail de faire vivre sur le territoire l'action publique territoriale. Et on retrouve ça sur un certain nombre de domaines, avec des personnes qui, effectivement, alors, il y a aussi pas mal de collègues qui ont travaillé sur la question de l'apprentissage dans le conflit, qui deviennent d'une certaine façon des experts de leur d'un domaine particulier d'action publique et pas simplement des experts du territoire. Donc là, il y a aussi un débat et qui veulent être reconnus d'une certaine façon ou être placés en situation d'expertise, c'est-à-dire pas simplement mobilisés en tant que riverains, mais aussi mobilisés en tant que personnes ou de groupes qui ont travaillé sur ce que doit être la politique déchets, par exemple. On voit ça très, très clairement. Puis il y a de nombreux groupes sur les questions des déchets. Et donc là, la question se pose encore une fois de comment faire que sur un territoire, une partie de l'action publique puisse s'appuyer sur ces personnes qui se sont auto-formées, alors certes auto-proclamées comme portant une question. D'ailleurs, les membres des associations souvent n'aiment pas qu'on utilise autoproclamé, mais à la fin d'une présentation dans un autre cadre, des gens qui étaient venus nous voir disant « Ah oui, c'est très bien, mais en fait, on n'est pas autoproclamé parce qu'on représente, mais autoproclamé ici, ce n'est pas non plus négatif lorsque j'utilise. C'est des gens qui ont construit la légitimité en se présentant ou en créant une association, en faisant un certain nombre de choses qui non seulement sont des représentants du territoire et de la qualité d'un milieu de vie, mais aussi souvent entrent par un domaine de l'action publique. Et donc ça, c'est plutôt pour le coup, là, ça serait plutôt une richesse dans le cadre où il y a toute une série d'autres dispositions de l'action publique qui cherchent à mettre autour de la table des citoyens et qui souvent se trouvent avec peu de réponses. Donc il me semble que là, on aurait cette présence de citoyens experts dont la parole peut être reconnue comme étant un des éléments du débat, pas forcément comme devant cadrer l'ensemble du débat, mais devant un des éléments du débat, me semble devoir être prise en compte dans un certain nombre de domaines, et ça peut effectivement contribuer à pacifier s'il faut, ou en tout cas à reconstruire un minimum de confiance territoriale pour qu'il y ait un dialogue et même que s'expriment les oppositions, mais un dialogue qui permette de construire un espace local de débat avec une pluralité des expertises. Voilà, c'est plutôt sur cette question-là qu'on pourrait… Je vois dans le chat que Marie Hérault, effectivement, on parle de la construction d'une culture du dialogue, ou d'une expérience positive des territoires. Moi, à titre personnel, j'ai vécu effectivement certaines situations malheureusement très rares où des acteurs du territoire faisaient un débriefing des conflits entre eux, a posteriori, entre opposants, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a marché, pas marché dans leur affrontement, et essayer d'éviter des situations de blocage. C'est malheureusement rare. Est-ce qu'on ne peut pas envisager quand même de tirer des enseignements de ces conflits pour faire évoluer un petit peu les choses, éviter qu'elles se reproduisent? Est-ce qu'il y a des expériences dans ce sens? Est-ce que c'est le rôle des institutions de faire ça? Est-ce que la société civile, des associations? Un enjeu important, effectivement, c'est, on a beaucoup parlé de l'apprentissage des associations, mais c'est du côté de l'action publique. Voilà. Quel apprentissage est fait des situations, des conflits? Alors, les grands opérateurs en termes d'infrastructures ou ceux qui ont participé ou qui ont l'habitude de participer à des débats publics, qui ont été soumis à l'idée de présenter des débats publics, se sont dotés de cellules de concertation, de les préparation entreprises capitalisent. Voilà, même les entreprises. Et donc, d'essayer d'avoir une intelligence, en quelque sorte, de ces situations et du territoire sur ces questions-là. Mais du côté, c'est peut-être plus compliqué à faire
du côté des… Enfin, ça existe peut-être moins du côté de l'action publique, même s'il y a bien des gens à l'intérieur de l'État qui s'intéressent à ces questions-là, et vous les connaissez, mais en tout cas, il y a cette idée d'apprendre des situations, de revenir sur les questions, me semble c'est effectivement fondamental, parce qu'on peut avoir l'impression, encore une fois, que lorsqu'il y a eu une situation de conflit, on a un peu vécu ces situations à Tours sur plusieurs projets à 10 ans d'intervalle. Hein, il n'y a pas vraiment eu, en tout cas, d'apprentissage. Plus exactement, la prise en compte ou la peur du conflit n'a pas produit l'idée qu'il fallait ouvrir le débat et revenir Aller sur… agir autrement. Oui. Et souvent, on pensait qu'en changeant les personnes, en changeant le contexte, cette question-là Oui, pouvait se passer autrement. Mais il me semble que là, il y a quelque chose d'important. Et puis, un autre élément sur lequel il est à la fois en recherche, mais aussi il est intéressant aussi peut-être de réfléchir, c'est cette idée que souvent, quand on arrive sur un territoire sur lequel il y a un conflit, on voit comment se réactualisent des groupes qui ont existé avant, éventuellement sur une autre thématique, et qu'une grande partie des territoires ont été informés par d'autres situations de conflit qui peuvent être réactivées par des groupes qui n'existent plus, qui ont gagné ou perdu, mais qui y a des réseaux, en quelque sorte, qui maillent les différents territoires de façon différente, de façon plus ou moins institutionnalisée et de façon plus ou moins proche des pouvoirs locaux. Peut-être une question, c'est cette question de la confiance dans les pouvoirs locaux et comment certains pouvoirs locaux maintiennent malgré tout du lien avec des associations qui portent éventuellement des projets différents. Il y avait quelqu'un qui… Il y a une demande de parole de Marie. Alors, ce n'est pas Marie Ifré, c'est Marie Hérault de l'Ifré. Marie, est-ce que tu as levé la main? Est-ce que tu souhaites intervenir? Oui, parce que je me suis dit, je vais essayer de respecter la consigne que vous souhaitiez d'échange quand même. Ce que je voulais dire, c'est que nous, on s'aperçoit récemment sur les territoires que des fois, ce qui est un peu le plus difficile pour que le projet ne devienne pas conflit, c'est que les acteurs, les collectivités ou les services de l'État ne se rendent pas compte de tout ce qui est envoyé comme contre-message sur les territoires. Par exemple. Par exemple, on a eu un exemple récemment sur un territoire. On était sur une phase de dialogue sur, on va dire, ma collègue qui est là sur un marais. Et en fait, les services de l'État ont envoyé, on va dire, des réponses qui étaient plutôt réglementaires, mais qui impactaient ce territoire-là. Donc, en même temps, ils disaient, on ouvre un espace de dialogue, mais en même temps, on répond par la règle et le classement de tel espace de telle manière, donc qui a influencé le sujet. Et en fait, on a dû leur mettre en évidence que tout ce qui pouvait se passer, il se passait des plans paysages, il se passait plein de choses autour. Et les acteurs, au bout d'un moment, venaient à nos réunions un peu énervés en disant, mais il se passe plein de trucs, mais en fait, l'espace que vous ouvrez, il sert à quoi? Vu qu'à côté, on s'aperçoit que tout se passe sur d'autres sujets. Et en fait, il a fallu un peu réalerter les collectivités et les services de l'État en disant, mais attention, rappelez-vous, même si pour vous, dans votre champ de lecture de vos compétences, ça n'est pas exactement la même chose, pour les gens du territoire, ça reste tout un peu la même chose et tout est un peu en lien. Et donc, en fait, c'était leur montrer aussi ce que les gens du territoire voyaient, en fait, comme message et qui pouvait être contradictoire avec l'idée, vous ouvrez un dialogue, mais en fait, vous faites plein de trucs autour et au final, qu'est-ce que nous, on va faire dans cet espace-là pour de vrai? Donc, on a eu récemment l'expérience de se dire, mais mettez-vous à la place des gens qui ne connaissent pas vos compétences, qui ne connaissent pas comment les choses sont découpées, et qu'en fait, pour eux, l'espace de dialogue, il doit essayer, c'est l'occasion de résoudre aussi des choses plus larges, qui peut-être pour vous, naturellement, ne sont pas obligatoirement complètement en lien, mais sont l'occasion pour les gens d'échanger avec vous là-dessus. Oui, effectivement, c'est très intéressant, puisqu'on là, on voit bien la dimension spécifiquement territoriale, d'une certaine façon, alors même que l'action publique résonne, comme vous le disiez, en compétences, et cette difficulté d'ouvrir des espaces qui pourraient traiter de choses effectivement un peu différentes, mais qui impactent le territoire, bien sûr. Et on a parfois l'impression qu'il y a la concertation est vécue par certains opposants comme des pourparlers de paix, mais si vous voulez qu'il n'y a pas de trêve, quoi. C'est-à-dire que les hostilités continuent pendant ce temps-là. L'action publique continue de se dérouler, les procédures continuent de s'appliquer, et là, ça crispe aussi un peu les réactions. Oui, des deux côtés, effectivement. Il n'y a pas de trêve des deux côtés, effectivement.
C'est vrai. Oui, tout à fait. Et puis cette question, voilà, cette question mais ce que vous posiez aussi, ce serait quelque chose sur un espace de concertation quasiment territorial, plurithématique. Et là, les documents, enfin, même sur la question environnementale au sens large, l'endroit où poser ça dans le dispositif est complexe. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole ou partage d'expérience? C'est le moment, il nous reste quelques minutes. On va prendre encore 5 minutes. Julie, il n'y a pas d'autres... Non, je relevais une remarque de Galia qu'elle avait dit également plus haut en disant la clé, c'est la sincérité du processus. Et elle témoigne d'un sentiment de défiance en disant c'est jamais acquis, il y a beaucoup de biais chez les institutionnels. Donc ça renvoie aussi à cette notion de confiance, de prise de confiance dont vous parliez, Tout à fait. pour le statut de tout un type d'interlocuteur autour de la table. Et puis, qui a la possibilité de garantir, effectivement, on parlait beaucoup des garants, mais du coup, qui aurait la légitimité de garantir que du côté de l'action publique, il y ait un minimum d'éléments qui soient respectés, effectivement, sur les conditions du dialogue, effectivement. Et on voit bien que les personnes, même lorsqu'il y a des garants, les garants peuvent intervenir que dans un cadre très, très précis, qui est celui de la case de concertation ouverte, en fait. Et que chaque acteur politique, lui, ne peut garantir que ce qui se passerait dans son champ de compétences, effectivement. Vous, de ce que vous percevez dans les expériences que vous connaissez, des organismes publics comme la CNDP bénéficient quand même d'une image de neutralité, d'impartialité, arrivent à construire ça? Moi, j'ai l'impression que comment dire, la CNDP peut être critiquée, mais en même temps, c'est ce qu'on a de mieux, c'est ce qu'on a peut-être de mieux, et peut-être le dispositif qui a pu faire l'effort le plus important en ce sens, y compris en termes de précaution, de garantie, etc., etc. Ça ne veut pas dire que dans certains contextes, la CNDP ne soit pas pris au départ, ou l'ouverture des débats publics ne soit pas pris au départ comme simplement relayer une décision qui est déjà prise. Mais en même temps, je pense que les conditions du débat ou les précautions qui sont prises en compte arrivent, me semble-t-il, à mettre le plus souvent à mettre les gens autour de la table et à entendre à faire cette égalisation des arguments. Mais encore une fois, là, sur la CNDP, on a des tendances contradictoires, puisqu'à la fois, on avait un renforcement de la place, sur le temps long, on a un renforcement de la place de CNDP, qui elle-même réfléchissait à l'après-débat, toute une série de choses, et puis on a, pour différentes raisons, aussi une remise en cause ou des risques qui pèsent sur cette institution, et je pense que là, la nomination qui n'a pas eu lieu, je pense qu'il va avoir lieu. Encore, ouais. J'ai pas d'éléments sur cette question-là, sera importante sur cette évolution, mais aussi sur le lien entre CNDP et autorité environnementale. Et il y a aussi des propositions de création d'un défenseur de l'environnement. Moi, je n'ai pas de position sur ces questions-là. Ces instances, semble-t-il, sont assez réticentes, mais en même temps, on voit bien comment on pourrait être, alors à la fois sur la CNDP, sur l'évolution de l'autorité environnementale, penser quand même sous pression européenne comme quelque chose qui devrait être dans une plus grande indépendance par rapport à l'État et par rapport aux préfectures, pourrait équiper d'une certaine façon, équiper le débat. Et c'est bien le sens des avis de l'autorité environnementale, de leur diffusion large, etc. Et il y a quand même, du côté de l'action publique, peut-être cette idée qu'un certain nombre de contradictions devraient peut-être être réglées. Alors, je ne sais pas comment, avant d'être diffusées.
Hein, puisque, par exemple, on a beaucoup parlé des gens qui s'enchaînaient dans les armes pour défendre le tracé de la A69, mais on a assez peu parlé, ça a été repris quand même à un certain moment, sur les avis très critiques de l'autorité environnementale sur cette même infrastructure. Bon, donc, il me semble que là, dans le couplage CNDP, autorité environnementale, idée d'un défenseur, nouveau rôle du CESE, etc., il y a quand même globalement quelque chose qui pourrait être... si la volonté était de relancer l'idée d'une démocratie environnementale, qui pourrait être améliorée dans le dispositif. On voit bien en tout cas que pour vous, l'architecture institutionnelle, je dirais, est quand même fondamentale alors peut-être pas la prévention, mais en tout cas la régulation, l'accompagnement des conflits et la création d'espaces de dialogue. Oui, tout à fait. Écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, sinon on va clore ce séminaire. Il y a des gens qui posent la question dans le chat du compte-rendu. Oui, il y aura un compte-rendu, il y aura un replay aussi. Tous les gens qui se sont inscrits, on les informera de la mise en ligne du compte-rendu. Ne vous inquiétez pas, mais n'hésitez pas à nous transmettre. Voilà, je vois que quelqu'un transmet son mail. N'hésitez pas à nous transmettre votre mail si vous ne l'avez pas déjà fait. On poursuivra, alors j'ai plus la date en tête, mais on poursuivra très prochainement avec Philippe Subra qui va nous parler de géopolitique des conflits territoriaux. N'hésitez pas à participer à ce 3e séminaire. Moi, je remercie vraiment Patrice Mellet qui a été soumis à un flot de questions, hein, et qui nous a fait vraiment la gentillesse de mettre ses connaissances à notre disposition. Merci beaucoup. Merci à vous pour ces échanges. Voilà. Merci à tous les participantes et participants. Et puis, écoutez, à très bientôt. À bientôt. La suite du débat. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir à tous. Au revoir à toutes.